Un truc qu'on voit beaucoup du coup chez les élèves qu'on accompagne, c'est le fait qu'elles dépensent beaucoup de leur temps pour les autres, toujours passer un peu en dernier. On est enfant, on a nos passions, nos activités que l'on aime. Et d'un coup, on devient adulte et il faut tout arrêter pour être dans le travail, pour être dans le couple, le chien, la maison et comment on dit, et les enfants. Et c'est là où, du coup, je leur propose mais qu'est-ce que t'aimais avant que t'as arrêté? Qu'est-ce que t'aimais que tu faisais et que d'un coup, en fait, il a fallu que t'arrêtes. Et de commencer déjà par là. Aujourd'hui, j'ai coché les cases, mais en fait, il n'y a plus rien qui me stimule dans ma vie, en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué souvent dans les histoires de vie. Parfois, il y a des personnes, quand elles sont dans ce travail de développement personnel, où elles recherchent un peu leurs valeurs, leurs besoins, etc., mais qu'elles n'arrivent pas à sortir d'une situation malgré le fait qu'elles soient dans cette recherche, justement, d'amélioration. À un moment donné, elles ont envie de baisser les bras ou elles commencent à perdre un petit peu courage. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire que l'idée, c'est pas jour au lendemain, on va arrêter d'avoir des problèmes et tout sera résolu. Salut Jasmine. Salut, ça fait plaisir de te revoir. Ah ben ouais, moi aussi. On se fait une nouvelle petite session pour papoter du coup aujourd'hui avec un nouveau sujet et on a émis l'idée de parler du coup de la métaphore du réservoir. Pour le coup, je pense que c'est une métaphore que tu as un peu ancrée pour toi, donc ça me ferait vraiment plaisir d'avoir une image claire et de pouvoir te poser toutes les questions qui seront peut-être intéressantes et que toutes les femmes pourraient se poser aussi quand tu vas me l'expliquer. Donc, Carrément. Bah écoute, ouais, je trouve ça chouette qu'on puisse en parler aujourd'hui, puis surtout que ça sorte de la communauté, parce que, en fait, je trouve que ça résume bien ce qui se passe dans l'accompagnement qu'on fait avec les élèves. Et moi, j'aime bien trouver des métaphores, tout ça, pour illustrer différents concepts qu'on partage dans le programme. Cette métaphore, elle m'est venue comme ça assez spontanément. Et l'idée, c'est de voir notre niveau d'épanouissement, de bonheur dans la vie comme un gros réservoir qui ressemblerait un peu à une cuve à vin, quoi, posé en plein milieu d'un champ, voilà, en extérieur, comme ça. Quand on arrive au monde, voilà, ce réservoir, il est flambant neuf, il est nickel, tu vois, il n'y a pas une rayure, il reflète bien la lumière, etc. Et ce réservoir, il se remplit avec plein de choses. Il se remplit avec le fait de nourrir nos valeurs, d'avoir des belles relations, des choix de vie épanouissants, manger sainement, avoir une activité physique, prendre soin de notre corps, etc. Enfin bref, il se nourrit de plein de choses. Sauf que comme il est positionné en extérieur, il est soumis non seulement aux intempéries de la vie. Donc les intempéries de la vie, c'est un peu la pluie, la grêle, la neige, tout ça, qui avec le temps peut cabosser un petit peu, peut abîmer, tu vois, le réservoir, voire même si on n'en prend pas soin, peut venir le faire rouiller, puis le rendre un peu poreux. Du coup, il va y avoir des micro-trous qui vont faire qu'il va il va commencer à se vider, même si c'est que des micro-gouttes, il se vide quand même. Et il est soumis aussi à d'autres formes de menaces du fait d'être en extérieur. Il n'y a pas que les intempéries, il y a aussi potentiellement, je sais pas, des véhicules, des animaux qui peuvent venir le percuter, voire même le perforer, et du coup créer des plus ou moins gros trous qui vont venir faire en sorte que le réservoir, il va se vider à grand flot, quoi. Et du coup, au travers du programme, enfin en tout cas dans le début d'accompagnement, tu me dis si tu es d'accord avec ça, mais on propose aux élèves de commencer à mettre des choses en place pour venir nourrir leur réservoir, parce que c'est important qu'il soit pas complètement à sec, peut-être qu'il s'est déjà beaucoup vidé, tu vois. Mais la priorité absolue, c'est d'aller identifier, d'aller faire le tour ensemble du réservoir, de voir où sont les trous et puis de s'y attaquer concrètement pour les réparer, parce que on va avoir beau le remplir, si derrière il y a des gros trous qui font qu'il se vide à grand flot, on va s'épuiser, quoi. Et ce que j'avais rajouté dans la métaphore que j'avais partagée, c'est que souvent les élèves qui nous rejoignent dans le programme, elles sont là parce que la solution qu'elles ont trouvée pour réparer ces trous, c'est l'alimentation qui fait office de pansement à venir sur les trous, mais autant ça peut être efficace sur des petits trous, autant s'il y a des gros trous, on imagine bien que la pression elle est trop forte et du coup le pansement il se fait la malle et il est largement plus suffisant, quoi. Donc notre objectif c'est de les aider à développer les compétences qui font qu'elles auront plus besoin de la boîte à pharmacie et qu'elles vont pouvoir s'attaquer à la réparation des trous avec un bon gros fer à souder, et surtout qu'elles vont acquérir ces compétences-là pour être autonomes après derrière et plus avoir besoin de nous, et puis savoir aussi protéger leur réserve. Ça résume bien ce qu'on fait finalement avec les élèves. Oui, carrément par rapport à ce qu'on fait avec elles. Finalement, il y a ce travail des valeurs où du coup, on fait aussi un peu le tour du réservoir de avec quoi tu as vécu pendant ces années, quelles sont les valeurs que tu penses avoir à l'intérieur de toi, quelles sont les valeurs que tu idéalises aussi. Et finalement, avec ce travail-là, je vois la méthode du réservoir avec plein de petits trous, mais tout ce qui nourrit pas en fait tes valeurs sont tous les petits trous qui sont un peu percés de tous les côtés et qui du
du coup, c'est de trouver déjà avec ce travail-là, comment les nourrir, donc remplir son réservoir, tout en finalement prenant un fer à souder et essayer de calfeutrer le réservoir qu'on a, se remettre sa protection à soi. C'est vrai que c'est pas toujours forcément évident d'aller identifier qu'est-ce qui a généré les trous, que ce soit des micro-trous ou des trous plus conséquents. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui correspond pas à nos valeurs, ce avec quoi on se sent pas aligné, en général, oui, ça va venir créer une espèce de perturbation qui va venir abîmer le réservoir. Carrément, et des fois, je me retrouve des fois face à des élèves qui ont vécu une bonne partie de leur vie dans les valeurs de quelqu'un d'autre, que ce soit de leurs parents ou de leur conjoint ou de leur entourage propre finalement, et qu'on les sente pas heureux et que leurs réservoirs sont quasiment vides. Ouais, c'est ça. Tu vois, si on rebondit à nouveau sur la métaphore du réservoir, c'est comme si il y avait d'autres réservoirs à côté de le leur et que, en fait, elles ont regardé les autres, de la manière dont ils remplissaient leur réservoir et qu'elles se sont dit, ah bah tiens, moi aussi, c'est ça qu'il faut que je mette dans le mien. Alors qu'en fait, ça convenait pas du tout et que, en fait, ça faisait peut-être même office de poison, tu vois, qui venait de l'intérieur, le réservoir. C'est ça. Oui. Pour rebondir aussi sur cette métaphore, moi, je voyais l'image plutôt qui est un peu peut-être plus dure, mais comme s'il y avait des tuyaux, en fait, à travers les réservoirs des uns et des autres et finalement que les autres réservoirs pompaient notre réservoir à nous, en fait, quand on vivait pas dans nos valeurs et en fait, submergés par l'environnement des autres, des fois d'une manière inconsciente en plus. Ouais, mais on a Tess qui nous rejoint pour notre conversation, trop bien. Oui, ça m'inspire. Après, moi, ça me fait penser un petit peu à justement au bol où on dit qu'il faut d'abord mettre les pierres, ensuite les petits graviers, ensuite le sable, pour avoir vraiment les fondations solides. Et si on met directement le sable, en fait, on n'a pas le reste. Ça me fait un peu penser à cette métaphore-là aussi. En gros, les gros cailloux, je crois que c'est ce qui nous nourrit, nous, dans nos valeurs, nos envies en soi. Ensuite, il y a tout ce qui est les petits cailloux dans notre environnement, donc le couple, la famille, les préoccupations diverses. Et le sable, c'est tout l'environnement extérieur, et se préoccuper du coup de la société, qui fait que c'est seulement en fait en dernier que cette priorité vient et que c'est important de déjà nourrir en fait nos propres valeurs pour pouvoir s'en occuper. Sinon, on fait tout à l'envers, quoi, et on n'est pas du tout nourri. C'est vrai que par exemple, si on n'a pas les bases amicales ou les bases familiales et puis que justement on n'a pas déjà mis les grosses pierres et que on vient mettre peut-être du superflu, au final, on n'aura pas les bases, on n'aura pas le pilier pour être épanoui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Tess, du travail sur les valeurs par rapport à tout ça? Je pense que c'est important et que les valeurs, c'est ce qui permet, entre guillemets, de se nourrir et que c'est ce qui nous ressource au quotidien et que si on les connaît pas et que si on sait pas vraiment pleinement ce qui nous nourrit au quotidien et qu'on se laisse un petit peu dicter ça par les autres, donc ça pourrait être par exemple par rapport à la métaphore du réservoir, ça pourrait être justement dans notre bol mettre un petit peu des détritus, mettre les bonnes choses. On a un réservoir qui est rempli de choses qui ne nous conviennent pas. On a des valeurs qui ont été inculquées peut-être par nos parents, qu'une vie alignée, c'était c'est pas avoir tel travail, avoir un CDI pour être sûr d'avoir une sécurité, de pas bouger, d'être au même endroit pour être à côté de sa famille et puis qu'on puisse s'aider les uns les autres et puis que la personne elle rêve de voyager, que c'est pas du tout des choses qui nourrissent ses valeurs. Et le problème c'est que au bout du compte elle se perd et il y a un mal-être qui se crée. Donc ce qui est important en tout cas c'est de nourrir aussi ton réservoir des choses aussi qui te tiennent à cœur et qui sont importantes pour toi et vraiment de se connaître, et d'où l'importance de connaître ses valeurs. Moi ça me fait penser à un truc qu'on voit beaucoup du coup chez les élèves qu'on accompagne, c'est le fait qu'elles dépensent beaucoup de leur temps pour les autres, ont toujours passé un peu en dernier, et c'est un peu comme si justement elles étaient tout le temps occupées à aider les autres à réservoir en délaissant complètement le leur, quoi. Et du coup, le leur, il est un peu définitif, quoi, ou il est vide, ou au bout d'un moment, elles savent même plus ce qui permet de le remplir, quoi. C'est vrai que j'ai beaucoup d'élèves aussi dans le sens de mais qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce qui m'anime dans la vie, et j'ai eu du coup hier un entretien du coup sur ça, et après j'étais finalement c'était quand on expérimente déjà qu'on sait ce qu'on aime ou pas et qu'on réajuste, et souvent on va dire quand on se développe, quand on est enfant, on a nos passions, les activités que l'on aime, et d'un coup on devient adulte et il faut tout arrêter pour être dans le travail, pour être dans le couple, le chien, la maison et le petit, comme on dit, et les enfants. Et c'est là où du coup, je leur propose mais qu'est-ce que t'aimais avant que t'as arrêté? Qu'est-ce que t'aimais
que tu faisais et que d'un coup, en fait, il a fallu que t'arrêtes et de commencer déjà par là pour voir si t'aimes déjà encore ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis complètement d'accord. C'est vrai que un cas par exemple que je vois très souvent, c'est c'est la ligne de vie logique, c'est s'excentrer des villes, avoir une grande maison pour avoir plus d'espace. Et en fait, souvent, ça amène plus de charges, ça amène, plus des travaux à faire dans la maison. On part plus en vacances. Comme on est excentré des villes, on voit plus les amis. Et en fait, à la fin, la personne elle se dit bah oui, aujourd'hui, j'ai coché les cases, mais en fait, il y a plus rien en fait qui me stimule dans ma vie en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué souvent dans les histoires de vie. C'est hyper vrai. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu partages, Tess. Moi, ça m'a fait penser à un autre truc qui est différent de ce qui est toi qui est venu à l'esprit, mais qui est un peu dans la même dans la continuité. C'est que parfois les élèves, elles sont aussi dépassées par trop peu de valeurs. Je m'explique. Quand on nourrit trop longtemps nos valeurs au détriment de nos besoins, au bout d'un moment, ça se crée un déséquilibre. Par exemple, si on a une valeur de solidarité très forte et que y a un copain qui nous demande de venir lui filer un coup de main pour un déménagement un samedi matin hyper tôt, il faut se lever hyper tôt alors qu'en fait on vient de passer une semaine de travail hyper épuisante. On a besoin de repos, mais la valeur de solidarité, elle va prendre le relais et c'est OK parce que ça nous nourrit. Mais si c'est une fois de temps en temps, ça passe. Mais si c'est toutes les semaines, ou si en tout cas c'est très récurrent que tu fais tout le temps passer ta valeur de solidarité au-delà de ton besoin de repos et de tes besoins de manière générale, tu t'épuises en fait. Donc c'est pas toujours évident de trouver cet équilibre entre le fait de nourrir nos valeurs et nos besoins parce qu'en plus ils sont les valeurs et les besoins souvent on a tendance aussi à les confondre. Donc ça se reflète aussi pas mal aussi chez les élèves. Carrément. Et j'ai fait un atelier et du coup on a eu une élève sur le coup avec qui on a discuté des valeurs et ce qui a été super intéressant c'est qu'elle s'est dit je vois que ma valeur famille je l'ai dans tout ce que j'ai rempli, ça m'a fait changer de stade de, en fait, c'est pas un rôle que j'incarne, je suis vraiment en train de nourrir ma valeur en transmettant des choses à mes enfants, en parlant avec eux. Je suis sortie du devoir. Je sais pas si ça vous fait écho ce genre de phrase, mais c'est là, je me suis dit, waouh, c'est là où je vois qu'une valeur, elle est vraiment intériorisée et qu'elle change, en fait, de mode à l'intérieur de l'être humain, de ce qu'on doit faire et de ce qu'on aime faire. Ce qui me fait écho là dans ce que tu dis, justement sortir de son rôle de devoir et vraiment être dans le fait qu'elle nourrisse ses valeurs. On retrouve aussi un peu ça dans le fait de nourrir la valeur santé entre justement quand on est dans les compulsions alimentaires. Est-ce que ce que je mets en place c'est pour nourrir mes valeurs et aimer profondément ce que je suis en train de mettre en place et ce qui me rend heureux au quotidien pour nourrir mon objectif santé, ou est-ce que je suis dans le je dois le faire, il faut. Et en fait, on sait, entre guillemets, qu'on ne sera pas forcément sur une durabilité. On s'est éloigné justement de l'intention, comme dirait Nadia. Moi, ça m'a fait, quand tu as parlé de ça, Jasmine, ça m'a fait penser à une élève qui, un coup, avait eu des larmes de gratitude en prenant conscience de ça. Justement, en prenant conscience qu'elle nourrissait ses valeurs, parce qu'en fait, elle voulait des résultats hyper rapides, etc. Et on sait, vouloir des résultats hyper rapides, ça implique aussi derrière beaucoup de concentration sur l'alimentation, sur le sport, etc. En fait, elle avait des résultats, mais pas aussi rapides que ce qu'elle l'aurait voulu. Et avoir des résultats plus rapides, ça aurait voulu dire sacrifier peut-être des moments. Actuellement, elle nourrissait sa valeur famille, passer du temps de qualité avec ses enfants, c'est des bons moments avec eux, pas juste être présente et les surveiller, mais partager des moments avec eux. Et quand elle a pris conscience que, en fait, oui, ok, ces résultats, ils étaient plus progressifs, et aussi parce qu'en fait, elle nourrissait une valeur hyper précieuse pour elle, et elle s'est mise à pleurer, et elle a vraiment eu des de gratitude. Elle s'est rendue compte qu'on faisait sens, en fait, et que ça l'empêchait pas d'avoir des résultats, d'être sur les deux fronts en même temps, en fait. D'un côté, nourrir ses valeurs et passer des bons moments en famille, tout en prenant soin de sa santé, en ayant des résultats, mais progressifs. C'est ça que ça m'a fait penser. C'est super intéressant et c'est là où finalement on commence à intérioriser nos valeurs, que reprendre la méthode du réservoir, c'est là où en fait on commence à colmater un peu tous les trous et que le réservoir se remplit et que les tuyaux tout autour qui essayaient de nous pomper, en fait ils s'enlèvent et c'est là où on commence à rayonner vraiment et à avoir de vrais changements en fait dans sa vie. Ouais, et où après ce qu'on va faire pour les autres, c'est vraiment un don consenti, choisi, et c'est pas un truc qu'on s'oblige à faire parce qu'il y a aussi cette espèce de mythe sacrificiel dans la société selon lequel on pense qu'on est une bonne personne si on se sacrifie pour les autres. Quand on atteint ce que tu es en train de décrire, c'est le moment où effectivement on s'affranchit un peu de tous les tuyaux de notre énergie, on prend soin de notre réservoir et après on dit ok, j'ai bien pris soin du mien, j'ai de l'énergie là pour aller aider les autres, attention, je vais pas mettre le mien en péril, je vais continuer de faire un truc
maintenant. Et dès que j'en ai envie, que j'ai l'énergie, que j'ai le temps, je vais aider les autres. Ouais, c'est vraiment un choix de subi. Ouais. C'est dur d'arriver à ce moment-là. Je pense que la société, elle nous forge un peu à être ce modèle de citoyen, homme, femme, à faire ce genre de choses. Et on est en train un peu de s'en libérer, je pense, dans le mouvement que l'on a en ce moment dans la vie. Mais tu dois être une bonne femme, tu dois être une bonne mariée, tu dois être une bonne maman, tu dois être une bonne... Mais en fait, ça veut rien dire. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Mais il y a beaucoup d'injonctions dans la société aussi, donc parfois c'est dur aussi en fait de s'éloigner du cadre établi. Et là, on en arrive au jugement. En fait, on se sent jugé quand on sort du cadre, et ça rend encore plus difficile d'être à l'écoute de ses valeurs et de ses besoins. Exact. D'ailleurs, il y a un truc un peu paradoxal où d'un côté, on veut être dans le cadre parce que c'est rassurant et nous sentir connectés aux autres, mais en même temps, on n'a pas envie d'être une copie conforme des autres et on a envie d'être un peu original. Mais pas trop original parce que sinon, du coup, on est trop éloigné de la norme. C'est un peu un truc à voir. Ouais, et pour le coup, j'ai eu une conversation avec une élève hier qui parlait du coup sur les valeurs, et elle avait cette image en tête d'avoir raté sa vie parce que à 50 ans, elle n'était pas mariée, elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas de chien. Tout ça parce qu'elle se jugeait du coup qu'à 3e, elle s'est sentie rejetée et que si du coup, elle commence à percevoir cette perception-là, donc on la rejettera. Donc autant se rejeter soi pour pas que ce soit les autres qui nous rejettent. On a passé du temps ensemble dessus sur la manière de voir et de se dire, mais en fait, tant que toi, tu te rejetteras, tu n'auras pas accès en fait à cette vision idéale que tu veux avoir de la vie. Et c'est très particulier, très compliqué, hein. C'était pas un entretien facile, mais de se dire, mais en fait, tant que je me rejette, je rejette la vision idéale que je veux avoir. Ouais, t'es polarisé, en fait, complètement polarisé par l'échec que représente ta vie. Alors, en fait, parfois, il suffit juste de faire un petit pas de côté, on compte que la vision, elle est plus du tout la même, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Tess? Je suis d'accord. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que la vie, il faut faire aussi avec les cartes qu'elle nous donne. Et parfois, c'est pas évident non plus. Il faut accepter de se construire avec les cartes qu'on nous a données et pas vouloir les cartes de quelqu'un d'autre, en fait. Et tout l'enjeu est, en fait, de se construire et de se construire avec les cartes qu'on nous donne. Si on fait le parallèle d'une personne, qui peut pas avoir d'enfant, son objectif, ce sera, est-ce qu'elle, du coup, elle va peut-être adopter? Est-ce qu'elle va se créer une famille de substitution? Il y a d'autres possibilités. En fait, il y a d'autres chemins de vie qui peuvent l'amener à remplir sa valeur. De même, par exemple, une personne qui n'a pas réussi dans la vie à faire le travail qu'elle voulait, l'idée, c'est de réfléchir pour pourquoi elle est faite, se dire, il y a une porte qui se ferme, mais elle m'en ouvre d'autres. Comment je peux retransformer les choses pour être toujours alignée avec moi-même? Et ça demande, de réfléchir à ses valeurs, mais en prenant en compte sa situation, en fait, et en n'enviant pas la situation de quelqu'un d'autre, en n'enviant pas le réservoir de quelqu'un d'autre. Ouais, finalement, ça revient à se dire comment est-ce que j'arrête de subir la situation et comment je reprends en fait le pouvoir, le contrôle. Qu'est-ce que je décide de faire de ça? Ouais. J'ai eu un patient comme ça avant de rentrer dans la communauté. Je travaillais dans la dictologie, donc ça se rapproche un peu de l'addiction, de l'alimentation, à certains sens, entre guillemets. Et c'était quelqu'un je peux pas avoir d'enfant, et donc du coup je bois pour me consoler de je peux pas avoir d'enfant. Du coup, elle était dans une transmission totale avec ses beaux enfants, et qu'elle allait intégrer du coup une école pour être chef transmission à ses commis, comme on dit. Et du coup, en fait, on a changé la perception sur un entretien mais en fait, comment tu le vois, si la manière, en fait, d'avoir des enfants, c'est de se transmettre son héritage, et que, en fait, tu transmets ton héritage, toi, à travers tes beaux enfants et à travers tous les commis, et en fait, tu transmets ta passion. Elle est repartie de la clinique. Le lendemain, elle m'a dit, c'est bon, j'ai plus envie de boire. C'était incroyable. Ouais, tu m'étonnes. C'est fou, hein, comme quoi juste le regard qu'on choisit ou qu'on nous impose d'avoir sur une situation peut complètement nous démolir, quoi. Nous freiner, nous empêcher d'avancer dans une direction qui nous ferait du bien, quoi. Ouais, nous tuer à petit feu, en soi. Avec l'alimentation émotionnelle ou tout autre style d'addiction. Parce que finalement, on se fait du mal en mangeant de cette manière-là. C'est comme un comportement qui perd sa raison d'être, s'autodétruit. Là, ça s'est autodétruit quand il a conscientisé ce que tu lui as dit. Exactement. Cette belle phrase de Julien Musier est là pour ça, où la raison d'être est reliée à nos valeurs, et du coup, si finalement on coïncide d'un coup avec nos valeurs et qu'on accepte de voir ce prisme-là, en fait, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de question, il n'y a pas de problème. Ouais.
C'est pas donné à tout le monde, on va dire, de faire ce travail-là. C'est pour ça que c'est important de venir et d'être accompagné dans la communauté que l'on a aussi, qui est vraiment top. Pouvoir, en fait, poser ses problèmes et se dire maintenant, quel prisme je peux avoir grâce à ce que j'ai vécu. C'était un lapsus de base, mais en fait, non, grâce à ce que je. Bah, c'est sûr que c'est un travail qui est pas évident. C'est toujours possible tout seul, mais ça demande un temps monstrueux, beaucoup de recherche, beaucoup de travail introspectif. Alors que quand tu es accompagné, forcément, ça va beaucoup plus vite. Tu as un regard extérieur, quelqu'un qui peut te poser des questions, aller dans des directions auxquelles t'as pas pensé et puis accélérer ce processus-là. Ouais, et ce travail d'acceptation que l'on peut faire aussi individuellement, il est super compliqué en fait. Ça demande quand même un haut niveau de développement personnel et même quand on a un haut niveau de développement personnel, on est encore des fois bloqué sur certaines situations dans l'acceptation de ce qui est. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est le chemin d'une vie. Du coup, un voyage à travers soi. À faire marche arrière. Donc, qu'est-ce qu'on fait du bagage qu'on a pour en faire une force pour avancer plutôt que de se le traîner comme un bout d'écran. Et de remplir son propre réservoir et de le colmater au fur et à mesure tout seul et de se dire, maintenant, je vis qu'avec mon réservoir. Après aussi, je pense que ce qui est important, c'est de pas non plus, parce que parfois, il y a des personnes, quand elles sont dans ce travail de développement personnel, où elles recherchent un peu leurs valeurs, leurs besoins, etc., mais qu'elles n'arrivent pas à sortir d'une situation malgré le fait qu'elles soient dans cette recherche. À un moment donné, elles ont envie de baisser les bras ou elles commencent à perdre un petit peu courage. Et je pense que ce qui est important, c'est de se dire que l'idée, c'est pas du jour au lendemain, on va arrêter d'avoir des problèmes et tout sera résolu. L'idée, c'est vraiment d'avancer pas à pas, de tester des choses, d'être vraiment toujours dans l'expérimentation. Et puis, c'est comme ça, en fait, que petit à petit, il y a des choses qui vont se débloquer et on va être de plus en plus aligné avec soi. Mais ça demande aussi d'avoir conscience que il y aura de nouveaux débats, il y aura des moments aussi où on ne sera pas complètement en phase. Il y aura parfois des trous qui vont arriver parce qu'il y aura un météorite qui sera là sur notre chemin. Et malheureusement, il faut composer aussi avec et se remettre en question et continuer à avancer et ne pas baisser les bras. Jamais s'arrêter d'essayer. C'est ça. Oui, et puis il y a aussi quand même cette expression qui dit que le naturel revient au galop et que plus finalement on est dans ce travail de développement personnel, plus on va dire le naturel se transforme au fur et à mesure, mais c'est quand on a des événements qui sont du coup beaucoup plus intenses à ce moment-là que nos barrières d'avant peuvent des fois revenir, on va dire, en force. Et c'est de se dire, OK, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai travaillé, comment je m'en réinsère pour me sortir de là? Et c'est là où c'est important de remobiliser, en fait, nos outils. Et c'est pas parce qu'on les a appris une fois que, du coup, ils sont ancrés et de pas hésiter à ne pas lâcher les bras dans ce sens-là aussi. Et puis, et pas hésiter à se faire accompagner quand ça devient trop difficile. Ouais. Et puis, c'est important aussi de faire des exercices, justement, pour travailler tout ce qui est introspection, parce que souvent, quand on va pas creuser en profondeur, on va pas vraiment creuser les pourquoi, ce qui se passe vraiment en nous. Parce que toute situation est différente. Les solutions qui vont marcher pour quelqu'un d'autre vont pas forcément fonctionner pour nous, parce qu'on est des êtres différents. Et c'est vrai que tout ce qui est exercice, c'est important pour aller vraiment faire ce travail en profondeur et vraiment aller débloquer des choses. C'est vrai que c'est pas toujours confortable. C'est ça souvent qui gêne, qui empêche de passer à l'action. C'est l'inconfort que nécessite le processus introspectif. Mais finalement, est-ce que ce qu'on vit, il n'est pas déjà inconfortable? Ce qu'on subit, pas déjà inconfortable? Et sachant que ça pourrait être solutionné, trouver des pistes de solutions par un travail introspectif, est-ce que cet inconfort ne vaut pas le coup, quoi? Et j'ai envie de proposer même dans le cas inverse en soi, où du coup, on est sur un moment où tout va bien et que du coup, on arrête tous nos outils que l'on a acquéris tout le long de notre vie, comme la routine soi, les gratitudes, ce genre de choses. Et on se dit, tout va bien, pourquoi les continuer? Et c'est là où commence un peu la rechute, parce qu'en fait, on se priorise plus à ce moment-là aussi. Donc, c'est vraiment, même quand tout va bien, de continuer en fait à aller encore mieux ou de continuer à tenir le tout va bien. C'est comme si on se disait, tiens, mes dents, elles sont propres, donc c'est bon, là, j'ai pas besoin de les laver. Jusqu'à ce qu'il y ait Paris qui débranche. Du coup, voilà, on est obligé d'aller chez le dentiste et puis on sort de chez le dentiste, c'est bon, on se lave les dents 2-3 fois puis c'est bon, elles sont propres. J'ai pas besoin de les laver. Et c'est un peu ça, en fait, ce qui se passe. C'est parce que ça va bien, on abandonne un petit peu ce qui nous a permis d'aller bien, en oubliant que, finalement, c'est la continuité, c'est la persévérance sur le là qui permet d'entretenir le bien-être. Pardon, je te coupe quasiment. En fait, je voulais te passer la balle parce que ça m'a fait penser à la réunion qu'on a faite cette semaine et qui nous partageait les phénomènes de stabilisation chez les clientes au niveau de l'alimentation et qu'en fait, elles sont dans un processus avant de venir chez nous de régime et qu'elles ne font même pas, en fait, la phase de
stabilisation pour se sentir bien. Donc, hop, tout va bien et je recommence dans mes anciennes expériences. Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, moi, ça m'a fait penser à ça. Ouais, mais du coup, c'est pour ça que c'est d'autant plus important de prendre plaisir dans le processus et dans tout ce qu'on met en place. Parce que si on prend pas plaisir dans le processus, en fait, on l'arrête une fois qu'on a atteint l'objectif. Et tu vois, pour prendre la métaphore du réservoir, tu vois, c'est par exemple, admettons, t'as ton pot qui est sain, où il y a plus de trous, tout est réparé. Et il continue à avoir des météorites, il continue à avoir des intempéries, des événements extérieurs. Donc, en fait, il continue de nouveau à se fissurer ou à avoir des petites imperfections. Et si toi, t'as arrêté ton cheminement et que, de nouveau, en fait, ça se réinverse, en fait. Tu te retrouves de nouveau à avoir des fissures, de nouveau, ça recommence à être un petit peu cassé. Et c'est pour ça, en tout cas, c'est important vraiment d'être toujours dans ce processus actif. Prendre soin, quoi. Prendre soin de soi, prendre du plaisir pour soi et que ce soit dans tout, dont l'alimentation finalement. Ça, je sais pas si quand vous faites les séances de démarrage avec vos élèves respectifs, c'est quelque chose qui revient souvent, mais moi, dans leur plus gros challenge, leur plus grande crainte, elles me disent, j'ai peur justement de pas tenir sur la durée. Et quand je leur demande ce qui a fait par le passé que ça n'a pas tenu sur la durée, elles me disent, c'est parce que en fait, c'était contraignant, quoi. Et quand je leur explique que justement, l'objectif du programme, c'est de créer un processus et une hygiène de vie dont elles sont fières, à laquelle elles prennent plaisir, qui soit vécu ni comme une frustration, ni comme une contrainte, et qui leur apporte des résultats. Et c'est ça qui va faire que ça va être durable, contrairement à tous les régimes. Elles sont tout de suite beaucoup plus rassurées, quoi. Donc, hyper important de prendre du plaisir au processus. Carrément. J'ai une élève juste avant de vous rejoindre qui me faisait part de, je comprends pas, un peu de, il fallait lui donner un plan alimentaire avec des calories, avec tout ce qu'il faut manger, etc. J'ai mangé de la protéine, j'ai pris un pot de fromage blanc de 300 grammes, donc j'ai pris 300 grammes de protéines. Je mets à midi. Elle me dit, oui. Donc c'est bon. Est-ce qu'en soi, tu dois manger ça tous les vendredis à midi, quand tu rentres du travail, un pot de fromage blanc en entier? Elle me dit, non. Je dis, voilà. C'est là où finalement le travail commence, c'est d'arrêter de se prendre la tête en fait. Et de réajuster au fur et à mesure comment on peut manger sain pour nous, pour notre corps, pour notre vie, et pas dans le sein de ce qu'on pourrait voir à la télé, sur Insta ou autre part. Et c'est pour ça que c'est encore important de se connaître soi et d'être hermétique à ce qu'on entend. Ça permet de déceler le vrai du faux. Et justement, par exemple, si on prend la méthode KCS, il y a dans les premières vidéos, on dit justement de se défaire de toutes les croyances limitantes. Et ça y participe, en fait. Ça participe à la réussite. C'est d'apprendre à se connaître. Ça peut paraître flou, apprendre à se connaître. Oui, ok, ça veut dire quoi? Pour toutes celles qui se posent la question, vous pouvez nous rejoindre. Carrément. Et ça nous permet aussi de nous connaître encore plus, nous, finalement. De partager toutes ces expériences avec elles. Enfin, moi, je sais que ça me nourrit énormément et que j'ai jamais vu une méthode aussi intéressante aussi pour perdre du poids. Moi, c'est vrai que j'apprends énormément avec les élèves. Puis bon, on en voit tellement. Oui, on se nourrit des expériences, des histoires des unes des autres. Parfois, il y en a qui ont l'impression qu'elles n'ont pas grand-chose à offrir, que leur histoire a pas grand intérêt. Moi, quand je les écoute, je suis en admiration au travers de ce qu'elles ont tiré comme leçon de leurs histoires de vie. Elles se rendent pas forcément compte et je trouve ça hyper riche, quoi. Oui, des fois, elles ont des profils où elles sont chefs d'entreprise, elles gèrent je ne sais combien de salariés ou même toute une famille à leur charge. Et finalement, on va dire qu'elles voient d'une manière négative leur alimentation émotionnelle et parallèle toute leur vie, au lieu déjà de se gratifier en fait de toute la charge qu'elles portent ou de tout ce qu'elles font en fait déjà dans leur vie. Ça, c'est un petit peu l'hyper-contrôle ou le perfectionnisme où on se focalise sur le seul élément qu'on n'arrive pas à faire, où on n'a pas encore toutes les clés, détruit notre confiance en nous, alors qu'au final, il y a tout le reste qu'on aligne. On est focalisé sur l'élément qui nous manque. Et là, c'est la bienveillance envers soi. Et c'est parfois le lâcher prise, justement, qui permet de réussir, en fait. Le regard uniquement tourné et fermé vers ce qui va pas, ce qui manque, ce qui est pas assez, la perception d'échec. Alors que derrière, mais il se passe tellement de choses, quoi. Oui. Et que si finalement, à ce moment-là, quand on parle de zone d'inconfort, elles ont eu de l'alimentation émotionnelle, c'était pour en fait aussi vivre tout ce qu'elles ont eu à vivre à côté. Et que maintenant, elles se rendent compte que elles ont plus envie d'avoir cette alimentation émotionnelle. Donc, les futurs élèves viennent chez nous pour aller voir aussi finalement tout ce qu'elles ont vécu pour s'en libérer. Il s'en passe des choses. Pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, que nos valeurs, elles sont pas dépendantes du monde qui nous entoure. C'est pas les autres qui définissent nos valeurs. C'est à nous de savoir de quoi on doit remplir notre pot et que ce pot, il fait continuellement face à des intempéries et qu'en fait, le travail, il est continuel. Donc, on doit jamais s'arrêter. Mais pour autant, on doit prendre pleinement plaisir dans ce qu'on fait parce que sinon, on n'aura pas envie de continuer.
Si on est dans la contrainte de faire des efforts pour le maintenir sans trou, sans faille, si on est dans la contrainte, ça marchera pas. Ouais, c'est ça, c'est vraiment prendre conscience puis accepter qu'on pourra jamais être à tous les endroits du réservoir en même temps et que parfois pendant qu'on sera en train de travailler, de réparer un trou quelque part, il y aura peut-être autre chose qui viendra créer une petite menace d'un autre côté et que le plus important c'est d'avoir ces compétences-là de réparation et pas d'éviter à tout prix que plus jamais de notre vie il y ait de menaces parce que ça n'arrivera pas. Et c'est de se concentrer sur des petits trous petit à petit qui vont faire que finalement, on arrivera à tout colmater au maximum et pas de vouloir tout colmater d'un coup. Et j'aimerais bien rajouter un petit truc que j'avais partagé aussi dans la métaphore sur la communauté que j'ai pas évoqué là, c'est que des fois, on a tellement été aveugle au trou qu'on s'est épuisé à remplir le réservoir, on n'y est pas parvenu et qu'il est vraiment vide de chez vide, il est à sec. Et là, on peut être complètement désespéré. Mais en même temps, un réservoir vide, c'est aussi un réservoir qui est plus léger et qui peut peut-être être déplacé dans un environnement qui va être moins menaçant. Que des fois, c'est aussi l'environnement qui est beaucoup trop menaçant. Et parfois, il suffit juste de changer d'environnement pour avoir l'espace, voire même le soutien, le temps, l'énergie de réparer et de remplir sans être continuellement en train de devoir se protéger. Elle est belle, cette métaphore, finalement, du réservoir. Il y a tellement de trucs à faire avec. Bon. C'était une belle discussion. Merci à vous les filles et comme d'hab super intéressant. Je dis à la prochaine pour une autre discussion à venir. Carrément. Avec plaisir. Allez. À bientôt. À bientôt.